Jean Monnet, serviteur des intérêts financiers. À ce sujet, je recommande l'excellente bio de Bruno Riondel, cet étrange monsieur Monnet, qui a l'avantage de bien mettre en contexte l'évolution de cet individu dans les milieux internationalistes. Bruno Riondel explique que le mondialisme utopique, qui a servi de fondement à la propagande européaniste et à l'élaboration de l'idéologie européenne par la suite, se confond bien souvent avec les intérêts américains, eux bien réels. Cela s'apparente à la forme nouvelle d'un impérialisme anglo-saxon qui se perpétue par la promotion d'un idéal d'apparence progressiste. Le parcours de Monnet, 1888 à 1979, appelé le père fondateur de cette affreuse Europe, est assez surprenant. Fils d'un marchand de cognac, il s'est très jeune hissé au plus haut niveau du mondialisme grâce à ses contacts chez les dirigeants anglais d'abord, puis US. Il bénéficie toujours aujourd'hui d'une aura de quasi-sainteté dans le milieu politique, surtout à droite, socialiste compris. En 1904, Monnet avait 16 ans et comme il n'était pas vraiment intéressé par l'école, son père, propriétaire d'une coopérative de producteurs de cognac sur laquelle il a mis la main, l'a envoyé à Londres pour y développer le business. Il a bossé 2 ans chez une relation de son père, un marchand d'alcools, et a découvert la City où régnait dans l'élite de l'époque un courant qui légitimait l'hégémonie anglaise sur le monde, avec le concept de Greater Britain. Ce délire s'appuyait sur la notion de mondialisme, avec la création d'institutions supranationales. Cette idéologie était propagée par d'éminents personnages comme le patron de mines de diamants en Afrique du Sud, notamment Cecil Rhodes ou Joseph Chamberlain, parlementaire et alors ministre des colonies, qui croyait à la supériorité de la race anglo-saxonne. On n'a pas attendu de Villiers pour savoir que Monnet était proche des Américains. Jean Monnet a alors commencé à traîner avec des gens qui fréquentaient le groupe Milne, du nom du successeur de Cecil Rhodes dans ce mouvement qui cherchait à influencer la vie politique, Lord Alfred Milne. Ces gens considéraient qu'il était préférable d'éviter la démocratie et de diriger entre soi les destinées du pays et même du monde, avec l'aide d'une technocratie servile qui adhère totalement à leurs projets. Pour Bruno Riondel, Jean Monnet fut probablement l'un de ces étrangers chargés de répandre dans leur pays les idées du groupe Milne, en les répétant sans cesse à ses interlocuteurs hypnotisés par la force de conviction de ce propagandiste. À 18 ans, Monnet est arrivé au Canada à une époque où la société de son père était en mauvaise santé. Quelques années plus tard, en 1911, Monnet est devenu le fournisseur exclusif de cognac pour la Hudson Bay Company, qui avait le monopole de la distribution de cognac au Canada, une opportunité incroyable pour la boîte paternelle. À partir de ce moment, les fréquentations de Monnet dans les milieux financiers anglais sont montées d'un cran et ce sont celles-là qui ont permis à Monnet de gravir les échelons du mondialisme. Parmi ses relations, Bruno Riondel cite Robert Cain Dudley, politicien anglais, associé gérant de la Banque Lazare de Londres et très puissant à la City depuis le début du XX siècle et pendant une bonne trentaine d'années, qui était aussi devenu membre du conseil d'administration de la Hudson Bay Company. Cain Dudley, en tant que dirigeant de Lazare Frères, a aussi été un des directeurs de la Banque d'Angleterre, qui est aussi liée au milieu bancaire que la Banque de France créée par Napoléon. Le bras droit de Cain Dudley chez Lazare, Robert Brand, issu d'Olsoul, était un ami très proche de Jean Monnet. En 1914, Monnet, qui était réformé depuis plusieurs années pour raisons médicales et avait donc échappé à la mobilisation, était de retour en Europe.
Grâce à un ami franc-maçon de son père, il est parvenu à rencontrer le président du Conseil René Viviani pour lui proposer de s'allier avec les Anglais sur le plan de la logistique militaire. Dans la foulée, le futur père fondateur a aussi vu le ministre de la Guerre Alexandre Millerand et l'intendant général des armées avec lequel il s'est rendu à Londres pour organiser cette coopération, le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Transport maritime et de l'Agriculture Étienne Clémentel l'a nommé chef de cabinet en 1916, puis lui a donné la charge de la coopération avec les Alliés pour le partage des ressources. À ce poste, Monnet a favorisé les intérêts de ses amis de la City, notamment de la Hudson Bay Company ou de la Banque Morgan, qui ont obtenu l'accès aux achats de ravitaillement français pendant la guerre et grâce à Monnet, Kane Dudley a obtenu le monopole des achats français de blé au Canada. En 1917, Monnet a poussé pour une coopération des marines marchandes alliées, qui selon certains observateurs étaient plus favorables aux Anglais qu'aux Français. À la fin de la guerre, il s'est dépêché de rentrer en France pour prendre part aux discussions du traité de Versailles, qui devait établir les conditions de la paix en Europe. Et en 1919, il est entré à la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, en tant que secrétaire général adjoint. Normal. Ses amis du groupe Milne et du Royal Institute of International Affairs ont beaucoup contribué à la création de cette Société des Nations qui était en fait le tout premier organisme supranational, dont les décisions s'imposaient aux États. Après la Première Guerre mondiale, Monnet s'est rapproché des élites financières américaines qui venaient de remporter une grande victoire hégémonique avec la création de la Réserve fédérale. La Banque centrale US, totalement contrôlée par les banquiers. La Société des Nations, créée pour les milieux financiers. Société des Nations. La Première Guerre a renforcé le pouvoir des financiers, de plus en plus indépendants par rapport aux États. Les banques passent à l'offensive en termes de lobbying, y compris en Europe, et placent des intermédiaires à l'intersection des univers de la banque et de la politique. Jean Monnet sera l'un d'eux et son parcours ne peut pas être bien compris s'il n'est pas perçu en lien avec le contexte financier dans lequel il s'inscrit, rappelle Bruno Riondel. Après la guerre, Monnet a tenté de pousser pour la création de cette chimère européenne, mais les séquelles de la guerre bloquent tout processus d'unification. Les businessmen USA ont œuvré à la création d'une chambre de commerce internationale permanente. Aux manettes de la Société des Nations, Monnet s'est très vite occupé avec ses amis du groupe Milne et dérivés Arthur Salter et Robert Brant, à mettre en place une grande conférence financière. Car favoriser les intérêts financiers était bien le tout premier objectif de la SDN, dont le siège était à Genève. Yann de Corzan rappelle dans son article La Société des Nations et l'apparition d'un nouveau réseau d'expertise économique et financière. 1914 à 1900, à la fin de la Première Guerre mondiale. Le monde financier européen se trouve dans un état de désorganisation complète qui paralyse l'accès au crédit et entrave le travail des institutions bancaires. En 1920, les professionnels du secteur décident alors de lancer un appel au gouvernement afin qu'il prenne des mesures pour réguler l'échange, les crédits, les émissions monétaires et les échanges commerciaux. C'est pour toutes ces raisons, dans le cadre d'une conférence financière internationale, avant même que la première assemblée de la SDN n'ait eu lieu. Jean Monnet, père spirituel de l'Europe, méconnu, opéra. Cette conférence a demandé la création d'un organisme supranational pour organiser la coopération des États dans les domaines économiques et financiers. Et en 1923 fut créée l'Organisation économique et financière, OEF,
avec un tas d'experts transnationaux issus des milieux bancaires et universitaires. Monnaie était évidemment au cœur des discussions, auxquelles ont pris part l'économiste John Maynard Keynes, le banquier Paul Warburg, le banquier suédois Marcus Wallenberg, le président de l'université de Yale Arthur Radley. La CEN a finalement échoué à répondre aux ambitions d'ouverture des frontières mondiales au commerce, de création d'un grand gouvernement mondial qui favorise le business, et Monnet a fini par en démissionner en 1923. En effet, chaque État avait le pouvoir de bloquer une décision, et il fallait l'unanimité des États pour acter une décision. Bref, le système n'était pas assez contraignant. Il est alors revenu aux affaires familiales qui périclitaient, et donc est rentré quelque temps à Cognac. Les relations nouées par Jean Monnet en Amérique lui sont une fois encore précieuses. Écrit Bruno Riondel, il reçoit des aides de la Banque Lazare, de la Hudson B Company et de la Banque Morgan. Lazare et Morgan prennent des participations dans la firme de Jean Monnet, son ami Robert Brand lui accordant un prêt de 2 millions de francs. Le premier véritable organisme financier supranational ne naîtra qu'en 1930 avec la création de la BRI, la Banque des règlements internationaux, dont on a déjà parlé. Monnet s'est arrangé grâce à ses contacts pour faire nommer un de ses poulains, Pierre Quesnay, disciple de l'économiste ami de la fondation Rockefeller Charles Rist, à la direction de la BRI. Pierre Quesnay y est resté 7 ans avant de se noyer en 1937, alors qu'il rendait une visite de travail à l'ancien gouverneur de la Banque de France, dans sa propriété. Installation dans le monde de la banque. En 1926, Monnet est entré comme banquier d'investissement chez Blair & Company, une banque d'affaires associée à la Chase Manhattan Bank des Rockefeller, qui voulait s'étendre en Europe et ouvrait sa filiale en France. Il en est vite devenu vice-président. À cette époque, Monnet fréquentait déjà depuis un moment Paul Warburg, qui a été la cheville ouvrière de la création de la Réserve fédérale US en 1913, qualifiée de « plus grand crime législatif de tous les temps » par le député Lindbergh. Il fréquentait d'ailleurs certains des banquiers présents à la réunion de création de la Fed, et qui ont le plus bénéficié de sa création. Durant tout l'entre-deux-guerres, Jean Monnet ne cesse de voyager, notamment en Pologne et en Roumanie où, pour le compte de Blair & Company, il procède au lancement de grands emprunts internationaux et à la stabilisation des monnaies locales. Au début des années 1930, la CEN fait appel à ses compétences de grand banquier pour créer en Chine, dirigé alors par Chiang Kai-shek, un consortium bancaire international chargé de financer les projets économiques du Généralissime. Résume au sujet de ce passage chez Blair & Company un article intitulé Jean Monnet, l'inspirateur. En fait, comme l'explique Bruno Riondel, la Blair & Company est une firme d'investissement spécialisée dans l'offre de prêts consacrés au développement d'infrastructures diverses. Elle participe aussi aux politiques d'assainissement des finances des États endettés en octroyant à ceux-ci des garanties bancaires, en échange desquelles ils accepteront des mesures drastiques de réorganisation interne. Lorsqu'il s'installe à la direction de la filiale parisienne de la banque, Monnet fait appel à René Clévent, autre enfant devant l'Éternel, en tant que expert financier. Pendant la crise du franc, causée entre 1922 et 1925 par des attaques spéculatives de grandes banques de Wall Street et d'ailleurs, Monnet a joué le rôle d'intermédiaire entre la Fed et Wall Street d'une part, et la Banque de France d'autre part, alors qu'il était clairement dans le camp des premiers. L'affaire s'est conclue par des prêts de ces mêmes banques en échange d'un plan d'assainissement, c'est-à-dire de l'austérité budgétaire.
une baisse des investissements, l'augmentation des taxes, la compression des salaires, etc. On connaît le refrain. Quand survint le krach financier en 1929, Monet a été ruiné suite à une aventure dans une banque née de la fusion de Blair & Company et de la Bank of America, appelée Trent America, dont le siège était à San Francisco et dont Monet était vice-président. Mais l'entreprise a été en difficulté, l'action passant de 25 à 2 $ en 2 ans. L'accord entre les deux banques a pris fin en 1932 et Monet a perdu son job. On le retrouve à Moscou le temps de se marier en 1934 avec une femme de 20 ans, sa cadette, qui a obtenu la nationalité russe pour pouvoir divorcer de son précédent mari. Cette année-là, Monet a commencé à s'atteler à la création d'une banque en Chine. Suite à la sollicitation du ministre chinois des Finances, qui avait fait ses études aux États-Unis et travaillé à Citibank, rappelle Bruno Riondel. Par ailleurs, les financiers US et anglais étaient aux aguets pour faire du business dans le cadre de la modernisation de la Chine, décidée par Chiang Kai-shek. Schuman, Monet et la construction européenne liée à la CIA. L'année suivante, le père de l'Europe a créé une autre banque. Mais à New York cette fois, avec un associé US, George Murnane, pour faciliter le business de la banque chinoise aux États-Unis et en Europe tout en prélevant un pourcentage sur le business. Mais le 10% a été jugé excessif et par les Chinois, et par Murnane. En 1937, Monet a fondé à Hong Kong et sans Murnane la Monet & Murnane Limited qui lui a permis de siphonner une partie des ressources, celles qui étaient apportées par le groupe chimique belge Solvay. Le groupe Solvay était alors conseillé aux États-Unis par l'avocat d'affaires John Foster Dulles, qui a mis en lien d'affaires Monet et le groupe Solvay. C'est ainsi que de 1936 à 1945, Monet a été rémunéré par Solvay. Les affaires de Monet dans la banque ont entraîné quelques soupçons du FBI à cette époque-là, et une enquête pour fraude fiscale avait été menée à son retour de Chine. Bruno Riondel rapporte les propos d'un autre auteur, Christopher Decker, qui précisait qu'en 1938, l'entreprise de Monet avait été soupçonnée par le FBI d'avoir blanchi de l'argent pour les nazis bien que l'enquête fut abandonnée sans la moindre accusation. Bruno Riondel ajoute que des relations bien placées étaient intervenues en sa faveur. La guerre, installée aux États-Unis. Jean Monnet, une Europe fédérée, opéra. À la veille de la Seconde Guerre mondiale. Nouveau carnage qui, comme on l'a vu, a rapporté énormément d'argent aux financiers US et anglais notamment grâce à l'effort de guerre de l'ensemble des belligérants. Monet était en charge de l'armement. Selon l'historienne Annie Lacroix-Ry notamment, l'effort de guerre a été complètement saboté du côté français, et cela par nos propres élites. En 1938, Monet a donc été chargé après moult discussions de gérer l'approvisionnement en avions de guerre fabriqués aux États-Unis dont les capacités industrielles étaient limitées. 15. Alors que des avions français de qualité étaient quasiment prêts à sortir, certains qui étaient prêts ont même été carrément empêchés de sortir de leur hangar. Le tout, pour 2 milliards de francs, qu'il fallait débourser très rapidement alors que les finances étaient à sec. Au final, 4 739 avions ont été commandés aux US sur 3 ans ainsi que 8 800 moteurs, mais à peine 800 avaient été livrés au moment de la défaite de juin 1940. Dès le début de la guerre, Monet a travaillé avec les plus hauts officiels US qu'il connaissait bien à la mise en place de l'économie de guerre nationale. Il a reproposé aux Alliés son plan de la Première Guerre pour mettre en commun les ressources logistiques militaires
et été nommé puis a démissionné en juillet 1940 de la direction du comité interdépartemental franco-britannique pour les approvisionnements et les achats de matériel de guerre. Après la défaite de juillet 1940, Monnet est retourné aux États-Unis où il a été nommé à la tête du British Supply Council, en charge des approvisionnements des Anglais aux États-Unis, secondé par son vieil ami John Foster Dulles. Après le débarquement des US en Afrique du Nord, Monnet est parti à Alger, dans le but officiel d'organiser la logistique et l'approvisionnement militaire, tout en faisant la guerre à De Gaulle qu'il ne voulait pas voir prendre le leadership. Mais Monnet était surtout à Alger en tant qu'envoyé des US pour mettre en place leur politique sur le territoire français, politique dont l'objectif principal était d'assurer la continuité du business. Passons sur les différents conflits de 1943 et 1944, dans lesquels Monnet a continué à jouer son rôle de fidèle sbire des Américains. Naturellement, avant même la fin de la guerre, il a remis sur le tapis son histoire de fédéralisme européen. L'ONU a été créée en 1945. De même que la Banque mondiale. 1944. Dirigée au départ par le fidèle John McCloy, ex des renseignements et de la Banque. Le GATT, Accords commerciaux internationaux devenus l'OMC, et le Fonds monétaire international 18, qui ont imposé le dollar comme monnaie mondiale de référence, soi-disant alignée sur l'or. Mais ce n'est pas dans ces organismes que Monnet a été nommé, c'est à un autre poste stratégique. La direction du Commissariat général du plan de modernisation et d'équipement, créé par De Gaulle sur proposition de Monnet en janvier 1946-19 pour organiser la planification de l'économie. Un poste où il pouvait avoir un œil et un mot à dire sur la répartition des précieux dollars issus de l'aide US pour la reconstruction de la France, pour l'entourer dans ses fonctions au commissariat au plan. Monnet a recruté des cadres issus de l'école phare des cadres de Vichy, l'école du Riage, qui a été créée en 1940 par un ancien de l'Action française et aurait fermé en 1942 pour rouvrir après la guerre. Hubert Bogmery, le futur repreneur du Monde à la Libération, a conçu les programmes de cette école destinée à assurer la révolution nationale si chère aux fascistes. Parmi ses collaborateurs ex-collabos, Monnet par exemple classé Paul Reuter qui a ensuite été l'un des principaux rédacteurs du plan Schuman qui était en fait l'idée de Monnet pour initier l'Europe du marché. Puis aux discussions sur la création de la CECA. Communauté européenne du charbon et de l'acier, la première grosse institution européenne supranationale, et qui a œuvré à l'élaboration du droit international, calqué sur le modèle anglo-saxon. Bruno Riondel explique que l'école du Riage, dont Reuter était l'un des conférenciers les plus prolifiques, était déjà très préoccupée par la question européenne. Les relations de Monnet aux États-Unis ont permis d'obtenir des prêts sans trop de difficultés, puis en 1947 l'aide financière a eu lieu dans le cadre du plan Marshall. Les réalisations du commissariat général au plan furent mises en œuvre sous le contrôle discret mais strict des Américains qui apportèrent les financements, placés aux côtés de Jean Monnet qui l'assiste. Son ami américain Robert Nathan. L'œil de Washington, rue de Martignac, le convainc de prendre des mesures fortes pour s'assurer d'une gestion rigoureuse des fonds octroyés, écrit Bruno Riondel, avant d'expliquer. Il lui conseille ainsi de porter le temps de travail hebdomadaire à 48 heures, de diminuer le pouvoir d'achat, mais aussi les dépenses de l'État en baissant le salaire des fonctionnaires, tout en pratiquant une fiscalité accrue, dans le cadre d'une lutte contre l'inflation. En lien direct et étroit avec l'ambassade US, Monnet a donc travaillé à la mise en œuvre de la politique économique exigée par Washington.
Faire l'Europe contre les peuples. Après cette période au plan, Monnet est parti vers de nouveaux horizons. L'Europe, sa vieille marotte, et celle de ses amis américains. Au nom d'une paix mythique brandie hypocritement par les tenants du fédéralisme européen. Les efforts se sont concentrés sur la création de ce monstre sans tête. Cet alien à moitié lobby, à moitié technocratie, déconnecté des peuples, gavé d'idéologie et d'orthodoxie ultralibérale qu'on appelle l'Europe. Monnet a participé à la création d'un groupuscule pro-Europe, le Mouvement européen, qui a touché l'équivalent de 2 millions de dollars de la CIA. Mais pour le reste, il a pris soin de rendre les transferts d'argent depuis les États-Unis plus discrets. Et surtout, il a planché discrètement sur la création de la première institution supranationale européenne, la Communauté du charbon et de l'acier, CECA. Pour lancer la machine. Il a fait dire à Robert Schuman qu'il était temps de faire la paix et donc l'Europe en commençant par un marché commun du charbon et de l'acier autour de l'Allemagne et de la France, avec la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le ver était dans la pomme, et l'Italie. Le discours de Schuman écrit par Monnet et ses amis commence ainsi. La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques. La CECA. Europe. Montage d'archives retraçant l'historique de la construction de la communauté économique du charbon et de l'acier, CECA, avec le discours de Robert Schuman du 9 mai 1950. Cette déclaration qui préfigurait la CECA était une sorte de putsch intellectuel, puisqu'il a été préparé de manière à ce que personne ne puisse s'y opposer. Et à l'époque, 5 ans après la fin de la guerre, nombreux étaient ceux qui rechignaient à s'allier avec l'Allemagne. Maison de Jean Monnet. Pierre Gerbet, un européaniste convaincu, a écrit dans un article intitulé La genèse du plan Schuman. Des origines à la déclaration du 9 mai 1950 parue dans la Revue française de sciences politiques numéro 3, en 1956. L'étude du plan Schuman n'est sans doute pas la meilleure façon de se rendre compte de la manière dont sont prises en France les décisions de politique étrangère. Le plan Schuman constitue en effet le cas particulier d'une décision préparée en marge des milieux diplomatiques par quelques hommes qui l'ont fait adopter par le gouvernement. On menait ensuite les négociations avec les partenaires européens et les conversations avec les représentants des intérêts privés et ont finalement fait triompher leur point de vue. Bref, l'Europe démocratique était partie sur de bien mauvaises bases. D'ailleurs, toujours selon Pierre Gerbet, la méthode utilisée alors, et encore aujourd'hui d'ailleurs, était claire. Puisqu'il était impossible de réaliser l'Europe d'un seul coup. En commençant par la création d'un gouvernement européen. On pourrait essayer de dépasser progressivement les souverainetés nationales en amorçant une coopération sur des points limités pour atteindre des objectifs précis. En 1950 toujours il a écrit un discours de René Plévent, un eurofan convaincu et de la première heure, pour réclamer la création d'une armée européenne. Monnet a été nommé pour représenter la France lors des discussions en amont du traité de la CECA, discussions dont il décidait de l'ordre du jour et du cadre théorique. Bruno Riondel explique qu'après avoir rendu une petite visite à son ami John McCloy, alors au commissaire US en Allemagne, Monnet s'est rendu aux réunions. Et que la première initiative de Jean Monnet consiste à défendre le principe fondamental à ses yeux, non négociable autour duquel s'articule l'ensemble du projet fédéraliste, celui de la fusion future des souverainetés nationales.
Et devinez qui est devenu le premier président de la haute autorité de la CECA, dont les décisions s'imposaient aux États. Monnet bien sûr. Il s'est entouré de conseillers dont Georges Ball, qui est resté en place à la haute autorité même après le départ de Monnet. En 1955, après l'échec de l'armée européenne à laquelle il tenait tant, Monnet créé à Paris le Comité d'action pour les États-Unis d'Europe aux commandes duquel il est resté jusqu'en 1975. Il a aussi été présent lors des débats sur les traités de Rome de 1957,